Donc, quelques mots d'accueil avant de donner la parole à Thierry Pacaud et à ses invités pour cette journée d'hommage à Lewis Mumford. Quelques mots d'accueil donc pour vous dire que c'est l'honneur qui m'est choix de faire ce mot d'accueil et je suis contente parce que ça inaugure un nouveau département et un nouveau programme. Quelques mots là-dessus, très rapidement, qui est ce département du développement culturel qui est créé maintenant qui est préfiguré depuis un an, dont l'instrument principal sera cet auditorium et qui a la mission, en surfant un peu, je dois le dire devant mon président, sur un succès des expositions qui nous ravit ici. La Cité maintenant, c'est 400 000 visiteurs par an. C'est qu'un chiffre, cher Thierry, mais ce qui nous fait très plaisir, 500, pardon. Ce qui nous fait très plaisir, parce qu'un succès, c'est pas qu'un chiffre, c'est le fait que c'est une audience qui dépasse maintenant très largement les cercles professionnels. Voilà, c'est à ça que je veux en venir. C'est un vrai public qui vient maintenant s'intéresser à l'architecture. Alors ça nous donne ça ouvre des possibles. Et ça ouvre en particulier le possible qui est autour de ces expositions ou à côté, c'est de cultiver ce public très divers en organisant donc une série de programmes qui permettent d'enrichir l'échange de sortir l'architecture finalement de son splendide isolement et de l'inclure dans la culture générale, précisément, bizarrement, en l'observant quelquefois de l'extérieur, en l'observant par la philosophie, du point de vue, au sens presque géographique du terme, depuis la philosophie, depuis les sciences humaines en général, depuis les sciences exactes aussi, du reste, depuis l'économie politique, depuis la géographie. Donc ce département va se déployer maintenant. Vous connaissez déjà, certainement, les programmes dirigés par Aude Mathé autour de la photographie, par Rémi Guinard autour du cinéma, par la bibliothèque autour de la littérature. Et nous inaugurons aujourd'hui avec Thierry un programme qui s'appelle Écosophie, avec un S par modestie, parce que le mot Écosophie sans E, mais enfin, il est quand même placé sous les auspices de Guattari. Et donc c'est toi qui inaugure ce programme, merci beaucoup. Et je ne veux pas quitter le micro et te le donner avant de vous dire que la prochaine réunion, le prochain événement que nous organisons dans ce programme, ce sera le 19 et le 20 mars prochain. 2 journées d'études sur le sujet, donc sur le thème « Encore l'architecture, encore la philosophie », montées avec les laboratoires du GERFO et de l'ARENA, et dont les responsables sont Chris Younes et Céline Baudard. Voilà, donc à bientôt en mars et je te passe la parole. Merci bien, Marie-Hélène. Merci à la Cité de l'Architecture de nous accueillir cet après-midi. Je dois ne pas oublier de remercier Jean-Yves Delépinay, du directeur des programmes au Forum des images, de nous avoir permis de retrouver Joël, d'une part, et le film The City. Joël a traduit les sous-titres à l'époque où on avait, avec moi, du reste, projeté ce film au Forum des images. Et puis, j'ai oublié, je dois remercier quelqu'un d'autre qui m'avait soufflé à l'oreille tout à l'heure. Pardon ? Ah oui, d'accord, donc c'est fait. Voilà. Bon, alors, je vous présente j'allais dire mes invités, mais nous sommes invités tous ensemble à la table de Lewis Mumford. Alors, Sébastien Marot, est-ce qu'il se présente ou... Oui, c'est plus simple. Non, parce que moi, je me trompe toujours. Après, je ne sais plus quelle revue il dirige. C'est Marne, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Marne. Moi, je suis prof d'histoire de l'architecture et du paysage à l'école de Marne-la-Vallée. Et puis, j'enseigne de plus en plus maintenant l'histoire de l'environnement à Marne-la-Vallée et puis à l'EPFL à Lausanne. Et puis, en effet, je dirige une petite revue avec Eric Alonso à Marne qui s'appelle Marne, document d'architecture, où on traduit beaucoup de choses. Pas encore Mumford. Voilà, et auparavant, il avait créé la revue Le Visiteur. On peut dire ça aussi, qui est une excellente revue, mais c'est plus la même maintenant. Alors maintenant, Chris Younes, qui est une complice. Enfin, ça ne suffit pas pour vous expliquer ce qu'elle fait, mais elle a inventé, il faut le dire, parce que comme elle est modeste, elle n'osera pas le dire, elle a inventé la philosophie de l'architecture à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand il y a déjà quelques années, je ne dirai pas plus. et donc, chemin faisant, avec Michel Mangematin à l'époque là-bas, puis dans d'autres lieux comme l'école d'architecture de Paris-la-Villette, puis à l'école spéciale d'architecture où elle enseigne présentement, elle continue ce travail inlassable d'essayer de tisser des liens entre philosophie et praticiens de la ville, pas seulement architectes, mais aussi concepteurs lumière, paysagistes, urbanistes, etc. Et non sans mal, hein. Là, comme on est entre nous, on peut le dire, la philosophie n'a pas bonne presse.
généralement. Donc c'est un vrai combat et on est très très heureux de pouvoir faire ces 2 jours bientôt, comme l'a dit Marie-Hélène, en mars, sur encore, voyez, encore l'architecture et encore la philosophie. C'est pour dire qu'il y en a qui vont le dire avec méchanceté, voyez, encore la philosophie. Mais nous, on le dit encore avec une sorte de certaine jouissance. Hein. Enfin, c'est moi qui parle, mais Chris, il faut dire 2 mots quand même. Ah oui, elle est membre de la rédaction de cette excellente revue, aussi bien que Marne, hein, qui s'appelle L'Esprit des villes. Oui, non, mais tout est dit. C'est vrai qu'actuellement, je me suis engagée à l'école spéciale d'architecture où nous créons un nouveau laboratoire qui s'appelle donc Architecture des milieux Cross Borders. Donc c'est vraiment cette idée comment les disciplines se rencontrent et les peuples aussi, les cultures. Donc je pense que ça va tout à fait bien avec cette rencontre autour de Mumford. Hélène, alors Hélène non pas Buisson comme ça a été mis par erreur, il y a toujours des coquilles, mais Bouisson, voilà, elle est architecte et elle comment on pourrait dire, enfin elle va nous le dire tout à l'heure mieux que moi, qu'elle a un lien quand même très particulier avec Lewis Mumford qu'elle utilise dans ses propres travaux pour le CAUE 78, c'est ça. Par ailleurs, 78 on dit. Hein. Par ailleurs, je suis étudiante en histoire des techniques, voilà. Très bien. Et puis Joël Dantet, enfin bon, donc professeur à l'école d'architecture. Non, c'est Joël Danet. Danet, pardon. Et en fait, à l'école des Beaux-Arts. Alors je raconte tout. Oui, d'accord, faut le dire. Ouais. Je travaille dans une association qui diffuse le documentaire en Alsace, qui s'appelle Vidéo les Beaux Jours, à Strasbourg. Et c'est dans ce cadre-là, parce qu'on mène un cycle qui s'appelle Filmer la ville. Et qui propose des rencontres autour de documentaires à thématique urbaine avec des chercheurs géographes, urbanistes et architectes. Et puis c'est dans ce cadre-là qu'on a montré The City. Et puis ça m'a mené aussi à proposer effectivement un enseignement sur documentaires et villes à l'école d'architecture de Strasbourg. Très bien. Autant vous dire qu'il sait tout sur le film qu'on va voir tout à l'heure, The City. Alors, je n'ai pas voulu du tout, c'est une première, et vous êtes partie prenante, ce n'est pas un colloque où on se succède doctement, chacun ayant droit à 20 minutes et essayant de grappiller 5 minutes de plus sur le voisin pour lire son texte. Non, on va parler, c'est une conversation, mais à laquelle vous êtes conviés, donc n'hésitez pas à faire signe et on vous passe un micro pour donner une anecdote, pour répondre aux questions que je vais poser à mes invités, etc. Il se trouve que vraiment j'étais heureux que ce soit faisable un jour, si je puis dire, où la cité était ouverte. Lewis Mumford est mort le 26 janvier 1990 à 95 ans, et donc on est vraiment dans un véritable anniversaire de ses 25 ans. C'est pas un jour près, c'est le vrai jour. Voilà. Bon. Et donc ma première question, pour faire un premier tour, afin qu'on se familiarise tous ensemble, la première question est la suivante, c'est en quelles circonstances, là c'est un élément autobiographique, en quelles circonstances avez-vous découvert, rencontré, croisé l'œuvre de Lewis Mumford? On va reprendre cet ordre-là, c'est plus simple. Donc moi, c'est vers le milieu des années 80 que j'ai lu The City in History, la cité dans l'histoire, c'est traduit. Pourquoi? Il y avait 2 choses. Je commençais, venant de la philosophie, moi aussi, à m'intéresser à l'architecture et à l'urbanisme. Donc j'étais ouvert à des lectures de ce type. Et puis j'étais très nourri à l'époque par toutes sortes de choses, dont les situationnistes et Guy Debord. Et une des références assez explicites de Guy Debord dans la société du spectacle, même plus qu'explicite, puisqu'il le cite très en reconnaissance à l'importance de son apport, ce qu'il ne fait pas toujours explicitement. Dans le cas de Mumford, c'est très fort, et donc ça avait aussi attiré mon attention, et donc je pense que je peux résumer les choses en disant que la conjonction de ces 2 choses, un intérêt pour l'urbanisme, puis cette espèce de recommandation via Debord, et dont on voyait bien d'ailleurs à quel point l'importance de Mumford était grande sur la confection même de la notion de spectacle, et de devenir... Donc c'était central pour lui, ce qu'on pouvait vérifier en lisant La Cité dans l'histoire.
Donc ça, c'est les... Et donc je me suis mis à lire très très studieusement. C'est remarquablement écrit, ce qui n'est pas toujours le cas de la littérature dans le milieu de l'architecture et de l'histoire de l'architecture. Donc c'était extraordinaire, porté par un souffle invraisemblable. Et ça faisait plus qu'un cours, quoi, qui traversait toute l'histoire des villes. Fantastique. Donc j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de force. Voilà, pour la première chose. Après, il y a d'autres choses, mais... Eh bien, moi, c'est aussi à peu près la même période, dans les années 80, au moment où je quitte l'université pour rejoindre les écoles d'architecture, et où je m'acculture à ce milieu, pareil, avec la cité à travers l'histoire. Et j'ai trouvé un gros livre qui se lit un peu comme un roman. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était une approche qui était finalement rétroprospective. C'est-à-dire que ça racontait une histoire, mais pour nous dire comment la ville devient, comment l'événement ville devient, et comment il accompagne le devenir de l'humanité. Et après, je me suis rendu compte que les historiens disaient oui, mais c'est pas un vrai historien, oui, mais si, et que donc il n'avait pas bonne presse, et d'une certaine manière, quoi, qu'il n'était pas accompagné. Donc mon enthousiasme s'est relativisé, et je peux dire que j'ai toujours été intéressée par ce qu'il fait, et il a été doublement renouvelé avec la lecture de City Development, qui est vraiment pour moi un livre merveilleux, qui raconte des choses de prémonitoires de la ville d'aujourd'hui et de la ville de demain. Donc moi, je ne l'ai pas rencontré pendant mes études d'archi, je suis passée à côté. Et c'est par l'histoire des techniques en fait, que j'ai découvert donc très récemment Lewis Mumford, parce que donc, au Centre Mahler, le Centre d'histoire des techniques de la Sorbonne, dirigé par Anne-Françoise Garçon, en tant qu'étudiante, voilà, tout frais, on a dû organiser une journée d'études sur Lewis Mumford. Donc l'originalité de ce montage, c'est qu'en fait, ça rassemble des personnes qui font des études à tout âge. Hein. Donc c'est un mélange de personnes de tous les âges, de toutes les disciplines qui doivent apprendre à travailler ensemble. Donc on a monté cette journée avec cet exercice-là qui est déjà, en l'état, un exercice à la manière de Lewis Mumford, en fait. Voilà. Et donc à l'occasion de cette journée, j'ai pu inviter Sébastien Marot, Thierry Paco, et donc on a fait un film qui est aujourd'hui téléchargé sur YouTube, et puis Florent Tillon qui va venir tout à l'heure nous retrouver. Voilà. Oh ben c'est par le film que nous allons voir tout à l'heure, hein, The City. Donc moi je travaille sur le documentaire. Je l'ai commandé. J'ai commandé le DVD parce que j'avais lu un livre sur l'histoire du documentaire de Mehran Barzam. Et il y avait ce photogramme très beau de cette petite fille qui se penche sur le ruisseau, le long du trottoir, et qui joue avec. Et je trouvais ça très poétique, mais en fait c'était pour stigmatiser justement le fait qu'il n'y ait pas d'aire de jeu pour les enfants dans la grande ville. Et c'est ce que montre le film. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que quand on lit ensuite La cité à travers l'histoire, c'est un livre qui est complémentaire du propos du film. Le propos du film est assez coup de poing. Et le livre est beaucoup plus... il fait débat. Il est beaucoup plus nuancé justement sur cette question de la grande ville à vivre. Voilà, donc moi j'avais m'étais intéressé à ce photographe m'avait accroché l'œil. Ensuite, j'ai vu que c'était The City, et justement, je cherchais des documentaires urbains et dans le plus loin dans l'histoire. Et c'est comme ça que je l'ai commandé carrément pour enfin le découvrir, quoi. Très bien, je vais aussi répondre à la question que j'ai posée. Moi, j'étais en terminale. Je vais vous dire, c'est une confidence, là, en terminale G. Donc, à l'époque, une des plus mauvaises, parce que j'étais un cancre, et donc je me suis retrouvé dans une terminale G, et où rien ne m'intéressait, et le prof de gestion voyait que je lisais énormément, et donc il m'a dit « Ah, il y a un bouquin, il faut absolument que tu lises, c'est le livre de Lewis Mumford sur la cité à travers l'histoire. » Et donc, je l'ai eu à Noël. Oui, parce que c'est un gros livre, c'est cher. Et je l'ai lu d'un coup. Et je l'ai souligné et annoté.
Et lorsque j'ai rassemblé des textes, Le piéton de New York pour les éditions du Linteau, un ensemble qui est déjà épuisé, j'ai repris La cité à travers l'histoire. Et là, je me suis racheté un exemplaire parce que le mien, comme je l'avais lu 6 fois, était annoté en jaune, en vert, en orange. Et j'arrivais plus à repérer ce que j'avais envie de redécouvrir chez lui. Et entre-temps, évidemment, j'ai voulu lire tous les textes de Mumford. Donc, j'ai fait une lecture systématique qui va aboutir maintenant à un petit ouvrage qui s'appelle Lewis Mumford aux éditions, dans la collection de Serge Latouche sur les précurseurs de la décroissance. C'est un livre je suis un peu en retard pour le remettre, mais qui va sortir dans quelques mois. Et pour cela, évidemment, j'ai lu les 34 livres de Lewis Mumford. Et comme la lecture fonctionne par ricochet, évidemment, j'ai lu aussi les livres qu'il citait, les auteurs qu'il appréciait. Mais on va parler de tous ces gens-là ensemble. Alors, ma deuxième question, c'est est-ce que Lewis Mumford, alors l'expression est horrible, j'en ai un peu honte, est-ce que Lewis Mumford est encore utile pour vous aujourd'hui? Terrible l'expression. C'est-à-dire qu'en tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi je l'utilise beaucoup, Mumford. Alors je ne suis pas du tout un connaisseur comme toi de l'ensemble de l'œuvre de Mumford. J'ai picoré énormément de choses dans les articles, au moment d'ailleurs du Visiteur et un peu avant. S'il y avait un Visiteur Mumford, c'en était à l'évidence un critique qui faisait de l'argument de la visite effective des endroits où il se trouvait, l'argument du texte lui-même et de l'écriture. Donc j'ai beaucoup picoré de choses ici ou là. Il y a beaucoup de textes de circonstances, de critiques d'architecture, de critiques d'urbanisme, de ça. Et puis ensuite, un moment important, parce que d'une certaine manière, ça fait continuer l'histoire, c'est l'intérêt pour l'histoire de l'environnement. Alors là, Mumford, non seulement il est utile, mais il est incontournable. Il est absolument incontournable, à mon avis. Je vais raconter une autre petite anecdote à mon tour. Quand j'ai commencé à me dire il faudrait qu'on enseigne plus que l'histoire du paysage, des villes, etc., mais véritablement l'histoire de l'environnement dans des écoles d'architecture ou de paysage. Il me semblait que c'était très important de faire ça. Évidemment, j'ai regardé un peu autour de moi. J'étais aux États-Unis à ce moment-là, et il y avait un bouquin sur lequel je suis tombé, qui était un type qui doit avoir 45 ans maintenant, assez jeune, mais qui le publie en 2005, et qui est un spécialiste d'éthique environnementale. Un type qui s'appelle Ben Mintir, qui enseignait en Arizona, je ne sais pas où, et qui publie un bouquin dont le titre m'avait accroché comme ça, qui s'appelait Landscape of Reform, pragmatisme civique et pensée environnementale aux États-Unis. Et dans ce bouquin, ce jeune type qui est spécialiste, donc philosophe d'éthique environnementale, s'adressant aux autres spécialistes d'éthique environnementale, en gros, à travers ce bouquin, si je peux résumer le pitch du bouquin, c'était en gros, aux États-Unis, on a pris l'habitude de diviser le courant ou la pensée environnementale en deux grandes tendances. L'une qui s'appelle là-bas la deep ecology, donc, comment on pourrait traduire ça, la pensée écologique profonde, qui, pour dire en un mot, consiste à attribuer véritablement un droit à toutes les choses au-delà de l'homme, quoi, les animaux, les plantes, à penser comme une montagne, comme dit Michel Serres, etc. Et puis un autre courant, beaucoup plus qu'il nommait utilitariste, qui consiste en gros à se préoccuper de l'environnement comme ressource fondamentale pour l'homme, essentiellement. Donc il dit on a pris cette habitude-là. Or, il existe un courant qui n'a jamais été véritablement reconnu comme tel et qui, très aristotéliciennement, conjugue les vertus des deux autres, etc., qu'il appelle le pragmatisme environnemental et dont le livre illustre la trajectoire à travers les portraits de 4 personnes. La première raison pour laquelle en fait j'avais acheté ce bouquin, c'est un type qui s'appelle Liberty Hyde Bailey, qui est un grand ruraliste. Il invente au tournant du siècle dernier le concept de ruralisme, mais qui résonne avec Guedes très bien, en disant c'est très bien de faire de l'urbanisme, mais il faudrait peut-être se préoccuper du pendant qu'est le ruralisme, etc. Et donc c'est un type très important pour un autre livre que je fais, et donc ça m'intéressait. Le deuxième, c'est Mumford. Mumford qui a longtemps nourri le projet d'écrire un texte sur Bailey.
en disant il est très important dans la pensée environnementale américaine, très tôt il se fait ça. Et Mumford, il en faisait véritablement le grand représentant de ce pragmatisme environnemental en faisant tout le portrait du travail qu'ils ont fait sur la Regional Planning Association aux États-Unis, etc. Le troisième, dont je vois que Thierry a un bouquin ici, c'est Benton McKay. Donc, ce ingénieur forestier, super paysagiste, on peut dire qu'il a fait sans doute le plus grand projet de paysage de l'histoire des projets de paysage, avec l'Appalachian Trail, 2000 miles comme ça, le long de la première frontière, on pourrait dire, de la colonisation américaine, et qu'il a restauré, il a fait l'argument d'une énorme promenade pour restaurer, au fond, le patrimoine rural et architectural, etc., de tout ce coin-là. Et puis enfin, le dernier, c'était le coup malin du truc, c'était Aldo Leopold. De dire non à Aldo Leopold que les partisans de l'écologie profonde considèrent comme le père de l'écologie profonde, absolument, etc. Non, non, il était chasseur, il était plus pragmatiste que ça, il était, etc. Et donc, il le réclame. Donc, c'était très important, pour finir, pour moi, parce que ça voulait dire, du côté des projeteurs, parce que finalement, Mumford, Benton McKay, ça devrait faire partie des références des projeteurs paysagistes, architectes, urbanistes, à l'évidence. Il y a, au fond, un gisement de réflexion absolument passionnant sur l'environnement qui serait urgent que vous, environnementalistes, etc., alliez regarder. Donc, pour quelqu'un qui voulait commencer à enseigner dans des écoles d'architecture ces questions environnementales, c'était le pompon. Oui. Oui, alors il y a plusieurs. C'est une question vraiment intéressante parce que je pense que Mumford, c'est sûr, n'a pas sa place actuellement dans les références. Très peu, on le voit dans les thèses, on le voit dans les cours, alors que je pense qu'il va l'apprendre de plus en plus aussi pour plusieurs raisons, outre celle qui vient d'être évoquée, c'est que c'est un homme savant, un homme qui s'intéresse à beaucoup de choses, mais qui par ailleurs développe un engagement vis-à-vis de du devenir des choses. C'est-à-dire que, en ce sens, il innove parce que il n'est pas simplement celui qui analyse les choses avec la distance, il prend position. Donc c'est un homme engagé, et je pense que quand on voit finalement l'évolution de l'université actuelle, on voit que cette espèce d'engagement manque terriblement dans les savoirs et même dans l'enseignement. Donc je pense que cette espèce de mixte du savoir, de l'expertise large, qui se met dans le rapport à l'histoire, mais qui est aussi dans la construction de ce qu'il faut inventer, qui est très politique, éthique, esthétique, c'est très très présent chez Mumford. Après, je pense que s'il est devenu, c'est vrai, on le constate, c'est qu'il devient parmi les fondateurs de ce mouvement de la décroissance. C'est parce qu'il a très très tôt, juste après la Deuxième Guerre, complètement lui évolué aussi. Et il a quitté un peu la croyance dans un progrès technique, a priori, pour finalement mettre l'accent sur le fait que c'était la dérive des villes, dans la mesure, si elles ne redressaient pas la barre, en alliant le rural, l'urbain, mais aussi la nature, le wild nature. Et je pense que ce qui fait la grande puissance de Mumford, c'est que dès 1945, et même dans certains articles avant, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale, il a mis l'accent sur l'alliance absolue de la nature, de l'urbain et du rural, pour combattre ce qu'il appelle l'épuisement des milieux urbains, et au-delà de l'épuisement des milieux urbains, des urbains. Parce qu'il emploie ce mot tel quel, épuisement. Ils sont worn out, ils sont exhausted, c'est-à-dire il part de l'épuisement de l'habitant des villes, dans cette ville purement de consommation, d'accumulation de l'avoir. Donc je pense que ça, il est extraordinaire pour ça. Et puis, je trouve qu'il y a une formule qu'il dit, qui est géniale, que j'avais lue dans la préface de la dislocation du magnifique livre de Benoît Goetz, et la belle préface de Jean-Luc Nancy, où Jean-Luc Nancy dit, ben voilà, le monde est limité, nous devons quitter l'extensif pour l'intensif. Et c'est écrit en 1945 par Mumford. C'est comment être dans l'intensif et pas dans l'extensif. C'est génial.
Oui. Nous, on le garde. On en a un pour deux. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que, enfin, plutôt en tant que praticienne, en fait, c'est à quel point il nous permet de mettre des mots sur ce qu'on voit. Par exemple, avec Roselyne Bussière et Nicolas Pierrot qui sont là, depuis 4 ans, on arpente la Seine-Aval quasiment de façon hebdomadaire et on collecte et on récolte. Enfin, on retraverse toute la ville. Voilà. Et finalement, d'avoir avec soi Lewis Mumford, ça permet de comprendre, par exemple, le fait urbain, mais en relation avec d'autres faits, avec une histoire sociale, culturelle et technique. Et c'est finalement de pouvoir embrasser ce chevelu de compréhension qui est très utile. Voilà, donc du coup, voilà. Et puis ça m'a conforté aussi pour travailler avec. On avait déjà commencé à travailler à plusieurs disciplines, plusieurs architectes et puis conservateurs du patrimoine. Et c'est tout cet exercice d'essayer de. Enfin, c'est le constat qui fait de la séparation et de la fragmentation des savoirs, qui fait que finalement ces savoirs deviennent très spécialisés mais incompatibles les uns avec les autres et qu'il est très difficile, même par exemple sur le cas parce que je suis en parallèle des projets de la transformation ordinaire de la ville des Mureaux, et quand on voit sur un simple petit projet de maison, de voir à quel point tous ces savoirs fragmentaires ne peuvent pas s'entendre. C'est très important de voir comment on peut essayer de rassembler tout ce qui a été séparé. Il parle, lui, d'unité. Voilà, donc, en lisant Lewis Mumford, moi, ce qui m'avait marqué, c'était le mot tension. Justement, quand il critiquait l'expansion, l'extensif, il disait, mais du coup, on perd la tension qui est là, plus loin, tension qui est propre à la ville. Ce que je trouve intéressant, moi, du point de vue documentaire, parce que ce que j'ai constaté, c'est que les films récents qui s'intéressent aux pavillonnaires, aux périurbains, sont toujours sur le mode de l'ironie. Et parce que je pense que c'est pour compenser le manque de tension qui empêche de faire cinéma. Et je pense que toute l'histoire du film documentaire qui s'intéresse à l'urbain cherche toujours où est la tension dans la rue, dans le tout venant de la foule, les situations urbaines, paysages qui intriguent, qui apportent de l'énigme. Et j'ai vu ça dans son texte, que c'est pour lui que c'était un guide pour caractériser l'urbain. Alors, je vais peut-être dire quelques mots sur Lewis Mumford très rapidement, parce qu'on va avoir des lectures qui nous permettront de réagir et de compléter. Vous avez son portrait qui est là. Lewis Mumford, en 1942, il a donc 47 ans, va apprendre qui est son père. Sa mère va lui faire cette confidence comme ça, et elle va lui dire « Maintenant, tu es assez âgé pour savoir que ton père n'est pas Monsieur Mumford, l'homme que j'ai épousé quand j'avais 18 ans, avec lequel nous n'avons pas eu de relation sexuelle. Il est parti, il était beaucoup plus âgé que moi, dit-elle, et il est parti essayer de faire fortune au Canada, et il n'est jamais revenu, et elle a appris par la suite qu'il était mort. » À ce moment-là, elle rentre comme gouvernante chez un riche commerçant new-yorkais qui est célibataire, qui mène grand train, et là, elle s'occupe de la maison, et elle est secrètement, on croirait une série américaine, et elle est secrètement amoureuse de lui, mais elle n'ose pas le lui dire. Et puis de temps en temps, cet homme reçoit son neveu, qui a 2-3 ans de plus que la maman de Lewis, et qui va la draguer, et ils vont avoir une relation amoureuse très brève, mais ça a suffi pour que 9 mois plus tard, le petit Lewis naisse. Donc il s'appelle Mumford du nom de mariage de sa mère, et non pas du nom de son père biologique. Et ce père biologique, il y a une tractation qui est faite à ce moment-là. J'ai oublié, il accepte parce qu'il est marié, il a des enfants, et évidemment il dit qu'il aime cette femme et qu'il ne peut pas quitter l'autre. Bon, bref.
Et là, on est en 1895, et là, il accepte de donner, je ne me souviens plus, $600 par an pour l'éducation du jeune Lewis, de son fils. Et en fait, il va mourir très tôt de maladie en 1914-1915, ce qui fait que Lewis Mumford n'aura jamais vu son père biologique. Mais son père éducationnel, je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est le nouveau compagnon de sa grand-mère, donc son grand-père, mais son beau-grand-père, si vous voulez. C'est un peu compliqué, hein, l'histoire de famille. Et cet homme est allemand, parce que il vient d'une famille allemande qui est installée aux États-Unis pour la première génération, donc il parle encore allemand à la maison. Et là, cet homme est un homme à la fois de la campagne et à la fois de la ville. C'est-à-dire qu'il va lui faire connaître New York, le piéton. Ils vont marcher partout. Et il va lui montrer partout le Flight Iron, partout les nouveaux ponts qui se créent. Et puis ils ont une destination favorite qui est Central Park. Et en même temps, chaque été, il part 3 mois dans le Vermont, dans une ferme. Et donc, le jeune Lewis, il est comme ça, l'homme de la campagne et l'homme de la ville. Il aime les deux. C'est ça, très très important. Et puis, il lit énormément et en même temps, il bricole beaucoup. Il est encensé par sa mère, sa grand-mère et sa nurse, qui est une Irlandaise, qui reste, même quand il est devenu adolescent, qui reste toujours en poste là, parce que bon, donc il est entouré de 3 femmes, plus ce beau grand-père, je ne sais pas comment on dit. Et donc il est évidemment choyé, même si c'est une vie assez difficile économiquement, mais enfin il s'en sort quand même. Et il fait ce qu'il veut d'une certaine manière. Et donc il va publier ses premiers articles en 1911, donc il est tout jeune, dans une revue. J'ai cherché l'équivalent en France, je n'ai pas trouvé. Après, ça m'est revenu que mon frère aîné lisait des trucs qui s'appelaient le haut-parleur. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est des revues très techniques où les articles font peut-être 10 lignes. C'est des grands articles, les plus longs font 10 lignes. C'est des trucs pour expliquer comment soi-même fabriquer une radio, fabriquer un haut-parleur, fabriquer une lampe de chevet, etc. Donc les premiers textes de Lewis Mumford sont des textes finalement destinés à des bricoleurs du dimanche, d'une certaine façon. Et c'était la radio qui l'intéressait, lui. C'était donc là, comment réussir à fabriquer soi-même un poste de radio. Et évidemment, comme il réussit l'équivalent du bac, il passe. Alors aux États-Unis, c'est pas pareil, je rentre pas dans le détail. Bon, il rentre au collège. Bon. Et puis là, en 1914, on va détecter le début d'une tuberculose. Et donc, on l'oblige à un repos forcé. Et son repos forcé, il va le passer dans des promenades dans New York à nouveau, tout seul cette fois-ci, puisque son beau-grand-père est mort. Et puis, il va surtout passer des après-midi entières à la bibliothèque municipale de New York. Pour ceux qui connaissent New York, il faut absolument aller à la bibliothèque municipale. Elle est extraordinaire. Enfin, c'est l'équivalent d'une bibliothèque quasi nationale. Du reste, hein, c'est gigantesque, c'est en libre accès, pardon. Et puis c'est à côté de l'église Saint-Patrick. Bon, on la connaît tous. C'est un bâtiment merveilleux. Et donc il passe son temps là, et il va être attiré par un ouvrage d'un dénommé Patrick Geddes. Il ne sait rien sur lui, qui est sur la sexologie. Bon, il commence par ce livre-là. Mais ensuite, il va lire le livre sur Revolution. Ensuite, il va lire les autres livres de Patrick Geddes, au point où il va, en 1916, écrire à Patrick Geddes. Il n'aura une réponse qu'en 1917. Ils vont se rencontrer en 1923. Enfin, je raconterai ça peut-être tout à l'heure. Mais donc là, c'est quelqu'un qui est donc une sorte d'autodidacte. C'est un point très important à avoir en tête. Il ne finit aucun diplôme. Il ambitionnait d'être ingénieur d'abord, puis de passer un doctorat en philosophie sur Kant. Finalement, il ne le fait pas. Mais il lit énormément. Et il se promène aussi énormément. C'est important de dire les deux choses. Les cours du soir. Et ensuite, il va dans une école des cours du soir, où là, il a des profs absolument exceptionnels. Et il va surtout rencontrer un homme qui va beaucoup l'influencer, qui s'appelle Veblen. C'est un sociologue économiste américain dont on a traduit en français qu'un seul livre, paru en 1899, qui est la classe de loisirs. Mais en fait, c'est Raymond Aron qui l'avait fait traduire, mais en fait, c'est un auteur très très important qui va le prendre en main, ils vont discuter beaucoup ensemble, etc. Et il essaye tout de suite, il a cette idée en 1918, il a 6 mois de guerre, en fait, il est appelé pour faire son service militaire, l'Amérique a déclaré la guerre
à l'Allemagne. Mais comme il a ce problème de santé, il ne peut pas embarquer pour aller en Europe. Mais par contre, comme il est doué en radio, il est utilisé dans les services de radio militaire. Là, il apprend encore des choses, il reste 6 mois. Donc il revient à la vie civile, et là, il cherche un boulot, et il prend la décision, c'est vraiment, il l'écrit dans des textes qu'il a retrouvés, qu'il a publiés par la suite, autobiographiques, il décide d'être homme de lettres. Donc c'est un choix vraiment, il ne veut pas être prof de fac, il ne veut pas être chercheur, non, ça n'existait pas à l'époque, il veut être homme de lettres. Et comme ça, il envoie des articles par des connaissances, c'est toujours comme ça que ça démarre, il rencontre le nouveau directeur de la revue, ce qu'on appelle le journal des architectes nord-américains, donc il publie un premier texte là, et puis il en fait d'autres, etc. Et progressivement, il acquiert une certaine notoriété, et il commence à vivre vraiment de sa plume. Et comme il avait écrit à Patrick Guédès, et qu'on lui répond qu'il peut venir travailler à Londres, et être rédacteur en chef de la revue que Patrick Guédès venait de fonder avec son collaborateur Victor Brandt, il accepte, il arrive à Londres, et là, il dirige la revue de sociologie, Sociological Review. Donc, c'est une revue universitaire, sérieuse, qui est inspirée par les travaux du sociologue français Le Play. Et donc, c'est tout un mouvement très important que Guédès avait eu écho de cette école quand il était venu à l'exposition universelle de 1900. Où Guédès avait eu l'idée, il s'est dit comme ça, mais il y a des chercheurs, des savants du monde entier, faisons une université de tous les savoirs. Donc il a demandé à tous ceux qui voulaient de parler dans leur langue sur un thème qui était le leur. Quand Yves Michaud a réinventé ça, et que je lui ai fait cette remarque, il ne m'a pas répondu. Les gens n'aiment pas avoir été précédés par d'autres, donc ils inventent des trucs. Donc en tous les cas, Patrick Guédès a cette idée géniale en même temps. Bon. Et puis arrivé à Paris, il est sidéré par ce que Charles Bosse avait affiché, c'est-à-dire les cartes de la grande pauvreté à Londres. Et donc là, il se dit, il faut cartographier la ville, il faut la cartographier par ses différents thèmes. Et donc Patrick Guédès va inventer en 1890 l'Outlook Tower, c'est-à-dire il va acheter une vieille tour médiévale à Édimbourg, et là, il va, avec sa femme, la retaper, ils vont en faire un lieu d'exposition et de découverte de la ville. Et comme il sait que la ville est plus que la ville, il faut monter tout en haut pour voir au-delà de la ville, afin de l'intégrer dans sa région. Alors là, on a déjà les mots un peu clés de Lewis Mumford par la suite. Et donc, cette approche régionale de la ville est quelque chose de décisif, avec évidemment la photographie, les cartes, les plans. Et tous ces éléments-là vont lui permettre de créer la première exposition sur les villes en 1910. Et ensuite, il participera à celle de 1913 à Gand, etc. Et elle est tellement remarquable, cette exposition, que tous les panneaux sont mis dans des caisses, les caisses dans un bateau, et le bateau est envoyé dans une des provinces de l'Angleterre qui s'appelle l'Inde. Sauf qu'il y a un destroyer allemand qui va bombarder, on ne dit pas bombarder, dans ce sens-là, comme on dit, envoyer une torpille, voilà. Il va couler le bateau anglais avec sa cargaison, ce qui fait qu'on n'a pas les restes de l'exposition, on ne peut pas la reconstituer. On peut, parce qu'il y a eu des descriptifs, mais c'est tout. Quoi. Bon. Et à ce moment-là, Guédès, comme un autre Anglais, qui s'appelle Keynes, vont partir en Inde en 1915. Guédès va mettre sur pied le plan d'urbanisme de Madras, mais aussi va créer l'université de sociologie de Bombay. Et puis, de là, il sera consulté un peu partout dans le monde, en particulier à Jérusalem, où il va faire un plan, etc., pour les nouveaux pionniers juifs qui veulent s'installer dans la terre de leurs ancêtres, en Palestine. Bon. Donc, il y a tous ces éléments-là qui s'entremêlent, je ne rentre pas dans le détail, mais le jeune Lewis Mumford est quand même assez intéressé par tout ça. Il est un petit peu présent dans l'ambiance, j'allais dire, du maître, même en son absence, mais il ne faut pas oublier que quelque temps avant, il avait fait un stage dans une revue qui renaissait de ses cendres et avait déménagé de Chicago à New York, qui s'appelle The Dial, D-I-A-L, le cadran. C'est le nom de la revue fondée par Emerson avec Margaret Fuller et Henry Thoreau. Et donc c'est une autre revue. Et là, il avait participé, il avait amené 2-3 copies, 2-3 articles. Et puis il avait repéré une pépé qui était jolie.
Donc il voulait bien revenir la voir. En plus, il était jaloux parce qu'il avait appris qu'elle sortait avec un sculpteur italien. Enfin, je ne rentre pas dans tous ces détails-là, mais bon, pour vous dire que tout d'un coup, à Londres, il dit il faut que je rentre d'Ardar aux États-Unis. Et il revient et elle s'appelle Sophia et il va l'épouser. Et elle mourra plus âgée que lui 3-4 ans plus tard, à 98 ans. Bon, et ils auront ensemble 2 enfants. Je vais en dire tout de suite 2 mots. Donc Alison et puis Geddes. Voilà. Ah bah tiens, il prénomme son fils Geddes, en hommage évidemment à Patrick Geddes. Et ce fils va malheureusement mourir sur le front américano-italien en 1944, à 19 ans. Et ça a été un choc terrible, évidemment, pour Sophia, mais aussi pour Lewis, bien sûr. Et il publiera un livre qui s'appelle Green Memory, dont je vous conseille la lecture, qui est un texte très, très beau, qui est les mémoires, il écrit les mémoires de son fils. Et ce sont les mémoires environnementales de son fils. Son fils aimait beaucoup la nature, allait toujours dans un ranch, et donc il raconte ce rapport à la nature. C'est un texte excessivement puissant, sans aucune animosité vis-à-vis des Allemands, excepté les nazis. Mais il distingue les choses comme ça. Bon. Et c'est à ce moment, et sa fille, Alison, elle va naître quelques années plus tard et va mourir juste après lui. Donc la Sophia, la mère, va être toute seule, sans ses 2 enfants qui sont morts et son mari. Et Lewis Mumford est marqué par un autre événement majeur qui est le 5 et 6 août 1945, lorsque l'armée américaine bombarde Hiroshima et Nagasaki. Et là, il devient, le jour même, il était déjà pacifiste, mais là, il devient le militant contre la bombe atomique, qui va devenir son combat. Et donc, il y aura plein de métaphores par la suite, quand il parlera d'éclatement de la ville. C'est des villes qui sont en fait meurtries par la guerre, une guerre invisible, comme l'est l'énergie nucléaire. C'est-à-dire, mais ça, on aura des lectures par Rémi tout à l'heure, donc je ne vais pas anticiper. Et donc, cet autodidacte, je reviens en arrière, cet autodidacte est un revuiste, il vit de ses piges, il écrit dans des revues, il crée une revue très importante, une revue annuelle qui s'appelle Caravane. Le titre est magnifique, il y aura 6 numéros, et à chaque fois, il est le rédacteur en chef de cette revue. Il vit dans le village à New York, évidemment, en 1921, 22, 23, donc c'est là où il y a les jazzman, c'est là où il y a les artistes, c'est là où il y a des homosexuels, des héroïmanes, des cocaïmanes, hein, et donc il vit dans tout ce milieu-là très particulier, qui n'a rien à voir avec ce qu'est devenu ce quartier aujourd'hui. Et dans ce quartier-là, il se lie avec énormément de gens, ce qu'on appellerait en français, avec beaucoup de guillemets, la bohème, si vous voulez, de New York à ce moment-là. Et c'est là où il rencontre un photographe, mais j'en dis pas plus, Chris en parlera tout à l'heure, et qu'il va également rencontrer des poètes, des romanciers, Waldo Frank, des gens comme ça, qui sont pour lui très importants. Et en 1923, donc vous voyez, là il a 28 ans, en 1923, avec d'autres, dont un architecte qui s'appelle Clarence Stein, ils vont créer l'association de la planification régionale américaine. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'État fédéral ne suffit pas, les États sont trop grands, il faut, pour pratiquer une démocratie directe, il faut des échelles plus petites, et il faut donc régionaliser les États-Unis. Et il part à ce moment-là d'un livre français, il lit le français, qui s'appelle Le régionalisme, qui est publié en 1911, un ouvrage qui est dû à Charles Brun, Jean Charles Brun. Charles Brun étant le nom, hein, pas le prénom de cet auteur. Je vous invite à le lire. J'ai fait plusieurs papiers récemment dans des revues que personne ne connaît trop, donc je vous les indique par publicité, évidemment. C'est l'An 02, c'est une revue, comme son nom l'indique, qui suit l'An 01, qui est une revue donc, de décroissant. Et puis d'autres revues comme Oka, une revue du groupe L'Architecture à vivre. Hein, j'ai fait un grand papier sur la biorégion, où je parle évidemment de Lewis Mumford comme précurseur d'Alberto Maniaghi et de plein d'autres, et en particulier, comme Sébastien l'a dit, de cet auteur dont j'ai la réédition du livre, Benton McKay. Cet ouvrage est absolument extraordinaire. Ça s'appelle La Nouvelle Exploration. Une philosophie, donc c'est pas par hasard, hein. C'est pas une politique, c'est pas une réforme, non, c'est une philosophie de la planification régionale. Mais la région, pour eux, est une unité territoriale portée par un projet politique. C'est-à-dire l'inverse
du régionalisme mis en place par nos gouvernants aujourd'hui. Hein, tout d'un coup, on a 13 régions, on ne sait pas pourquoi, c'est pas 14 ou 15. Bon, tout le monde s'en fout par ailleurs, il n'y a pas eu de grande manifestation dans la rue. Et donc, on n'est plus dans l'époque des années 1962, où les Occitans, les Bretons, les Alsaciens descendaient dans la rue massivement pour réclamer que leur langue soit reconnue au bac, qu'il y ait des écoles spécialisées, etc. N'oublions pas, en 1965, Robert Laffont, un Occitan, qui va publier un ouvrage qui s'appelle La Révolution régionaliste, et un agronome déjà célèbre, René Dumont, va applaudir des deux mains en disant c'est ça qu'il faut faire. Bon. Donc nous avons, nous, affaire aujourd'hui à une mise en place d'une réforme régionale sans régionalisme, on peut le dire comme ça, et il y a eu ce courant de pensée aux États-Unis excessivement important, qui existe toujours, mais qui évidemment, a disparu, avec énormément d'auteurs s'intéressant aux Indiens, s'intéressant au rapport entre les Indiens et la nature, s'intéressant aussi à des gens comme John Muir, qu'on avait un petit peu oublié, donc le fondateur des premiers grands parcs naturels nord-américains, etc., etc. Donc on a là toute une espèce de groupe de pensée, j'allais dire de lobby, oui un peu, ils se voient régulièrement, et ils rendent toujours hommage à un auteur qui, pour Lewis Mumford, excessivement important, sinon peut-être un de ses plus importants avec Emerson, qui est George Perkins Marsh. George Perkins Marsh est un drôle de type qui, en 1864, publie Homme et Nature, qui n'est toujours pas traduit, même si Élisée Reclus avait eu l'envie de le traduire à un moment donné. C'est pas un géographe du tout. À un moment donné, il est éleveur de moutons, après il est grossiste, après il est agent immobilier, et puis en fait il devient, surtout à un moment donné, et ce sera ça sa carrière, il devient, dans la diplomatie américaine, le consul des États-Unis en Italie, puis l'ambassadeur, etc. Bon, et c'est un gars qui, partout où il herborise, et il apprend toujours une langue ou deux du coin, alors ce qui fait que s'il change, il n'est plus en Égypte, il va en Italie, s'il n'est plus en Italie, il va en Espagne, s'il n'est plus en Espagne, il va en Hollande, et à chaque fois il apprend la langue. Il va écrire du reste la première grammaire islandaise, pour vous dire qu'il choisit la difficulté, parce qu'il paraît que c'est une langue assez difficile. Bon. Donc ce George Marsh va écrire ce livre, Man on Nature, dans lequel le sous-titre est le plus important, puisque ça va nourrir la deep écologie. Il explique que où comment les humains transforment et dégradent la nature. Donc c'est toute activité humaine, même sa propre présence, modifie un certain nombre d'écosystèmes. C'est ça qui est mis en place par Marsh, et c'est donc un auteur majeur. Mais je voulais vous montrer deux auteurs qui sont enfin traduits en français, et qui sont pour Lewis Mumford. Lewis Mumford va publier une anthologie de textes importants, malheureusement elle n'existe pas en français non plus, une anthologie de textes, de références sur une approche environnementale de la société nord-américaine. Et dans cette anthologie, il traduit deux auteurs, il publie deux auteurs qui sont enfin traduits. L'un s'appelle John Burroughs, B-U-R-R-O-U-G-H-S, Construire sa maison, qui est un livre qui a eu plus de 1,5 million d'exemplaires vendus aux États-Unis, donc c'est pas un truc anecdotique, marginal, d'un babacool qui fabrique lui-même sa maison en vantant le vernaculaire. Non, c'est quelqu'un vraiment qui fonde, c'est un fermier qui veut penser et qui réfléchit et qui fonde tout un courant intellectuel dans la lignée, si vous voulez, d'Emerson et Thoreau. En gros, c'est ça. Et puis l'autre, j'aurais dû commencer par lui chronologiquement, c'est Andrew Jackson Downing. C'est le fondateur en 1847 de la revue The Horticulturalist, et c'est en même temps celui qui a été le lauréat pour construire Central Park. Manque de bol, il meurt à 37 ans d'un accident de bateau qui l'emmenait sur l'Hudson à New York, et il avait eu juste le temps de mentionner un gars qu'il appréciait bien, qui s'appelait Frederick Law Olmsted, qui du coup a été pris à sa place pour édifier et réaliser Central Park. Hein, voilà, donc, mais ce Downing, ça s'appelle La philosophie du goût champêtre. En sortant d'ici, achetez-le, c'est absolument extraordinaire. C'est une série de petits articles sur comment les citadins, pourquoi les citadins, quand ils vont à la campagne, ont un si mauvais goût. Hein. Et puis il y a des choses très belles. Par exemple, il y a une femme de lettres qui habite à côté de Downing
et qui lui dit « Ah, c'est splendide la campagne, vous avez raison d'habiter là, c'est magnifique, il y a plein de papillons, etc. » Mais elle dit « C'est bizarre, il n'y a pas d'oiseaux. » Et alors lui, il lui répond « Ah bah, depuis qu'on a commencé à parler, j'en ai repéré 6 espèces différentes. » Alors la dame lui dit « Ah bon, mais où est-ce qu'ils sont ?» Et il lui dit cette chose un peu dure en fait. Il lui dit « Ah, toute personne qui n'a pas un oiseau dans son cœur ne peut pas les dépister dans les bosquets. » Voilà. Première lecture, Rémi. Oui, on a voulu un peu changer pour pas que je parle tout le temps, c'est ça hein, un exercice difficile, hein, voilà. Donc écoutez bien un texte. Merci Rémi de nous le lire. J'en prie. Vous écoutez bien parce que vous allez réagir. Technique et civilisation est le premier ouvrage d'une série qui fut d'abord envisagée en 1930 à une échelle très modeste, un seul ouvrage. Le but de cette série était d'interpréter le caractère de la civilisation moderne, de peser ses acquis et ses faiblesses, et de définir une philosophie et une discipline qui assure son développement continu. Le premier volume a été publié aux États-Unis en 1934 et le troisième, The Condition of Man, a paru 10 ans après. Je travaille encore au volume final du couronnement. Lorsque je conçus ces ouvrages, j'étais à mi-chemin de la vie. Je décidais de réserver le volume fondamental, celui sur la communauté et la personne, jusqu'à ce que j'atteigne le bord de la vieillesse. Car tous ces ouvrages, quels que soient leurs accessoires livresques, furent écrits à partir de l'expérience directe de la vie. Ils reposent sur mon expérience d'étudiant, de travailleur, d'amant, de père, de citoyen, bref, mon expérience d'homme. Si je devais réécrire technique et civilisation, il me faudrait faire d'importantes additions. D'une part, je serais tenté de caractériser plus en détail le niveau technique qui a été atteint avant la période éotechnique, une aube du seul point de vue de l'homme moderne occidental. D'autre part, j'utiliserai mes connaissances ultérieures des phénomènes sociaux, de formulation et d'incarnation, et je tenterai de résumer certains changements critiques intervenus dans la technique par une suite d'interprétations biographiques, en commençant peut-être par Léonard de Vinci. En même temps, je tenterai de montrer l'interaction de la technique non seulement avec la communauté dans son ensemble, mais avec l'ouvrier. Enfin, j'accorderai une plus grande attention à la biotechnique, à l'hygiène, l'assainissement, la chirurgie, l'agriculture, domaines de perfectionnement technique qui ont été trop souvent négligés dans les descriptions limitées de la machine, entre guillemets. Mais le point de vue essentiel de ce livre n'a pas été modifié par les événements de la dernière décade, ni par la régression du fascisme, ni par l'expansion du totalitarisme et de la morale nihiliste, ni même par l'immense menace pour l'humanité et pour toutes les formes de vie que constitue la bombe atomique. Loin de là. Beaucoup d'idées qui ont dû paraître douteuses aux lecteurs la première fois que je les ai énoncées ont été clarifiées ou renforcées par les événements des 12 dernières années. Aucun des changements que je pourrais être tenté d'introduire maintenant n'altérerait les arguments de base de ce livre, la conviction que la conception mécanique du monde, qui apparut au XVIIe siècle, doit être remplacée par une autre conception, rendant toute justice à la nature humaine. Pour sauver notre science et notre technique, nous devons d'abord sauver l'homme. La réponse aux problèmes posés par la technique, on ne la trouvera pas dans la technique, ni dans l'application de ces méthodes de pensée qui ont justement créé une disparité tellement ironique entre nos moyens physiques et nos fins sociales, entre la méthode scientifique et la discipline morale. Merci bien, c'est une préface de 1946 à un ouvrage de 1934, Technique et civilisation. Il faut préciser une chose très importante, c'est que Lewis Mumford généralement écrit à chaque nouvelle édition, à chaque nouveau tirage, une nouvelle préface. Ce qui fait que nous avons non pas une mise à jour du contenu, ça c'est impossible, mais nous avons une mise à jour de sa manière de penser. Et donc là, il dit, et je voudrais juste, avant de passer la parole à qui veut la prendre, compléter cela, il dit, voilà,
tous ces ouvrages, quel que soit leur accessoire livresque, il y a toujours des bibliographies absolument somptueuses, hein, en au moins 3-4 langues, furent écrits à partir de l'expérience directe de la vie. Ils reposent sur mon expérience d'étudiant, de travailleur, d'amant, de père, de citoyen. Bref, mon expérience d'homme. Et cette formulation est à prendre vraiment comme une confidence, parce que, pour prendre juste l'exemple de l'amant, c'est quelque chose qui le préoccupe beaucoup d'aimer plusieurs femmes en même temps. Et évidemment, il clame toujours son amour éternel pour Sophia, mais bon, il a une relation amoureuse très suivie avec Catherine Bauer, qui va énormément l'influencer, du reste, bon, etc. Et donc, je ne rentre pas dans le détail de cela, mais c'est pour vous montrer que c'est quelqu'un d'une très grande honnêteté, c'est-à-dire qu'il ne fait pas semblant d'aimer. Quand il est amoureux, et ça le préoccupe, parce qu'il dit comment peut-on choisir si c'est impossible, etc. Et de l'autre côté, c'est pareil pour ses idées. Et donc c'est quelqu'un qui est toujours en train de remettre en question sa propre existence et de remettre en question ses propres références. Je donnerai juste un exemple qui est massif, évidemment, c'est Spengler. Lorsqu'aux États-Unis, en 1939, un éditeur a l'idée, assez bonne du reste éditorial, de réunir une dizaine, je ne me souviens plus, mettons une dizaine de gens très connus, d'intellectuels très renommés, et il leur dit à chacun, voilà, vous me faites un article sur le livre essentiel du XXe siècle pour vous. Alors il y en a un qui va prendre un livre de Freud, etc. Bon. Et lui, il prend Le déclin de l'Occident de Spengler. Et c'est un livre qu'il va lire en anglais, les 2 tomes, et qui vont le marquer profondément et très régulièrement. Il reviendra là-dessus. Ce qui fait que les critiques universitaires historiens vont dire justement il n'est pas historien parce qu'il a une interprétation spenglerienne, mais ce n'est pas vrai. Il serait plus proche de Toynbee, par exemple, hein, que de Spengler. Mais en même temps, non. Ce qui l'intéresse, c'est de saisir justement ce qui travaille toujours une société dans tous les domaines. Alors c'est pour ça, je le laissais entendre tout à l'heure quand j'ai parlé d'humour autodidacte, c'est qu'il se présente dans les préfaces qu'il réécrit régulièrement comme étant un généraliste. Et il le dit non pas par modestie, au contraire, il dit « c'est parce que je suis un des rares généralistes que je peux traiter cette question excessivement compliquée qu'est la ville. » Parce que la ville nécessite évidemment qu'on y entre, si je puis dire, par toutes les disciplines envisageables. Technique et civilisation. Moi, je ne connaissais pas ce texte, donc 10 ans après cette préface-là, enfin une réédition, donc j'imagine. Parce qu'il faut dire qu'il fait des préfaces, mais que parfois, en particulier pour les volumes les plus importants, il va carrément les refaire. C'est le cas pour les 2, ceux que je connais le mieux en tout cas, qui sont Technique et civilisation d'une part, qui va devenir, ou en tout cas se prolonger dans le mythe de la machine en 2 tomes 30 ans après. Hein, c'est à peu près ça. Et pareil pour la cité, enfin pour The Culture of Cities, qui va devenir la cité dans l'histoire, une espèce d'expansion comme ça. Donc quelque part, il a dû réaliser les modifications qu'il annonçait déjà qu'il devrait faire dans les années 40. Il les a faites effectivement encore 20 ans après. Donc technique civilisation. Pour moi, c'est aujourd'hui, après avoir été plutôt un lecteur de The Culture of Cities, que je reste évidemment et que j'utilise toujours, Technique Civilisation, c'est évidemment le 2e livre que j'ai lu, beaucoup plus tard, et avec énormément d'intérêt, et qui m'a sert, je veux dire, c'est ignoble à quel point il me sert, ce livre dans l'enseignement que j'essaye de développer sur l'histoire de l'environnement. Ce qui est intéressant, moi, alors je ne connais pas encore très bien l'histoire des techniques. Mais le livre de Mumford, en 1934, me paraît... Alors évidemment, il y a la référence à Spengler, chez qui on peut trouver toutes sortes de choses, toutes sortes d'échos, il y a des tas d'autres choses qui précèdent. Et Mumford, y compris avec cette espèce d'ambition que tu disais un peu universaliste, un peu non généraliste qu'il y a. Mais ce qu'il apporte en raffinant énormément, ou en développant et raffinant à la fois des catégories qui lui sont données quelque part par Guedes, puisque les principales articulations de technique et civilisation, c'est une sorte d'histoire, de préhistoire et histoire de la révolution industrielle,
on peut dire, en 3 grandes phases qu'il appelle en effet éotechnique, qui correspond en gros à l'époque médiévale jusqu'au XVIIIe siècle, en gros, qui on pourrait dire la technique telle qu'on la lit dans les pages de l'encyclopédie, en gros. Et puis ensuite une période paléotechnique. Alors, il explique très bien qu'en gros, une époque ou un complexe technique, comme on dirait, elle se définit par un certain nombre de ressources matérielles, privilégiées, et par des sources d'énergie. Alors en gros, l'éotechnique, c'est le bois et l'eau. En gros, le paléotechnique, c'est le charbon et le fer. Et puis le néotechnique, c'est l'électricité et les alliages. En gros, donc vous voyez une périodisation en 1934, etc., qui va un peu réviser ensuite dans le mythe de la machine pour ce que j'en ai vu, et puis évidemment surtout que l'histoire avance, et au rythme de 30, ou temps où il remet les choses à plat, ça change énormément de choses comme ça. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi je trouve que c'est un livre extraordinaire. Il faut voir d'ailleurs, parce que je parlais de Debord, très influencé par la cité à travers l'histoire, mais le nombre d'intellectuels intéressants, d'historiens qui ont été influencés par Mumford, développés en France, un très grand critique des techniques comme Jacques Ellul, il naît de la lecture de Technique et civilisation, et de Gideon, qui est intéressant, la mécanisation au pouvoir. Il y a 2 grands comme ça historiens proches au fond des architectes et des urbanistes, que sont Mumford d'abord et Gideon, qui sont en même temps des très grands historiens des techniques. Preuve, s'il en est, de cette conjonction forte. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre là-dessus? Rien? Oui, mais moi je trouve que ce texte, il met bien en évidence finalement tout le style, la façon de penser de Mumford, parce que d'une part, il parle de son expérience toujours. C'est vrai, quand il raconte... par exemple, vous l'évoquiez tout à l'heure, ses promenades dans New York, il va raconter finalement comment la technique transforme New York. Et donc, dans Technique et civilisation, on voit bien que, et d'ailleurs dans tous ses textes, je pense que Mumford souligne qu'il n'est pas du tout hostile à la technique, mais par contre, il se méfie beaucoup de ce qu'il appelle mechanical trap. C'est le piège mécanique. Et c'est ça qui est... Parce qu'en fait, il le décrit de façon merveilleuse. Et il met en évidence, et je trouve que ça apparaît très clairement dans ses textes, en tout cas dans tous ceux que j'ai pu lire, c'est que lui, il pense que dans le mechanical trap, il y a une désintégration de la ville. Parce que la désintégration, c'est-à-dire le sous-titre, par exemple, de City Development, mais qu'on reprend tout le temps, parce que pourquoi il y a désintégration? Parce que ce piège de la technique mécanique... elle va désocialiser, elle va dépersonnaliser en fait, et elle va quelque part déspiritualiser aussi. Et je pense que, et je trouve que c'est bien qu'on soit dans une séquence qui s'appelle l'écosophie, parce que la façon dont, par exemple, Guattari, dans les 3 écologies, allie l'espace mental avec l'espace environnemental et social. Et il est un des seuls qui revendique le mental, et c'est profondément au cœur de sa pensée de la technique. En quoi la technique aide à socialiser, elle aide quelque part finalement à l'humanité de se développer, à l'individu de se développer, mais s'il y a un piège mécanique. Et donc c'est la dérive qui est aussi très importante et qu'on perçoit un peu à l'intérieur du texte, et fortement lorsqu'il parle évidemment de la capacité de destruction des armes, donc, puisqu'on sait qu'il a été, comme vous l'avez rappelé, un opposant majeur vis-à-vis de ça. Alors sur la question de l'énergie électrique, par exemple, je trouve que j'aime bien la façon dont il fait des métaphores. C'est vrai que il est pionnier sur la question technique, il est pionnier sur la question de penser le développement régional, et il prend la métaphore justement de l'électricité, en disant de même qu'on va répartir partout l'électricité dans une région, il faut que les institutions culturelles soient aussi partout et pas simplement réservées au milieu urbain. Et donc je pense que c'est cette alliance qu'il fait permanente avec la culture et la technique, qui est intéressante. Et une valorisation énorme de la formation, pour lui, l'honnête homme du XXe siècle, c'est celui qui est capable d'allier le mental, enfin, l'intellectuel avec le manuel. Et il fait éloge de celui qui est capable d'apprendre le manuel.
Et la techné va être donc une fabrication très importante pour l'homme, mais il y a quand même un piège de la mécanique et du mécanique, et que la ville, elle en crève, c'est ce qu'il explique tout le temps. Je voudrais juste compléter ce que vient de dire Chris à l'instant, parce que c'est un point qu'on ne pourra pas aborder aujourd'hui, on ne peut pas tout traiter d'une telle œuvre foisonnante, mais là où aux États-Unis il est renommé, encore aujourd'hui, c'est comme historien américain de la culture américaine. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que l'Amérique se construit tout au long du XIXe siècle, c'est ce qu'on appelle la frontière, et donc lui va être un des premiers à essayer de raconter aux Américains leur propre histoire culturelle sans passer par la grille d'analyse élaborée en France, en Italie, en Angleterre, c'est-à-dire par rapport à l'Europe, par rapport à l'Occident. Hein, lui, ce qui l'intéresse. Et donc, du coup, il va rassembler un certain nombre d'articles où il va faire des lectures, comme on dit aux États-Unis, sur des thématiques, et ça va donner Golden Day, ça va donner Stick on Stone, ça va donner the Brown Decade, et à chaque fois, c'est l'idée de saisir une pensée spécifiquement nord-américaine, à la suite, évidemment, du texte fondateur, à ses yeux, de Emerson, hein, sur le penseur américain, et qui peut penser par lui-même sans emprunter à l'ancienne puissance coloniale, l'Angleterre, même s'ils ont la même langue. Et donc, là, c'est quelque chose d'important, parce qu'il va entremêler la photographie, le cinéma, pas trop, la peinture, beaucoup, la poésie, le roman. Et c'est quelqu'un qui sera toujours à l'intersection de ces données culturelles fondamentales. Et c'est quelque chose qui, chez nous, n'a pas d'équivalent. Il faut vraiment... parce que chez nous, on divise, mais même aux États-Unis, à l'université, on sépare l'histoire culturelle, par exemple, l'histoire des mentalités, l'histoire de la technique. Lui, il les croise. Il pense qu'on ne peut pas faire une histoire des techniques si on ne fait pas une histoire des représentations des techniques, à la fois dans le cinéma, à la fois dans la poésie, etc. Donc toujours un intérêt pour des auteurs qui sont majeurs. Et à côté de ça, il va passer, ça m'a fait tout bizarre, mais on en parlera quand on arrivera au film et à la ville, il va passer à côté de théoriciens nord-américains qui sont connus en France comme étant les plus importants sur la ville, et que lui utilise très très peu. Je donnerai juste l'exemple de l'école dite de Chicago. Il cite vraiment très rarement, parce que comme toujours dans les livres américains, on a des index, ce qui n'est pas le cas des bouquins français, donc c'est très précieux, et on s'aperçoit que si vous cherchez Robert Park, si vous cherchez Worth, si vous cherchez Burgess, Mackenzie, vous avez, il les cite bien évidemment, mais une ou deux. Par contre, il va s'appesantir sur d'autres auteurs que nous ne connaissons pas trop. C'est drôle parce que je disais tout à l'heure la préface pour le coup Stick and Stone, 30 ans après. La préface à la réédition de Stick and Stone, où justement il dit ce que tu viens de dire, j'aurais dû m'intéresser davantage à ça, et comme il n'a pas fait de réédition du livre, il ne l'a pas fait. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est en quoi il déplore que la technique, la science et les arts vivent une existence séparée. C'est-à-dire qu'elles sont séparées entre elles et séparées de la communauté. Et que finalement, séparées, elles perdent le sens de la limite, elles perdent leur but, leur sens et leurs limites. Voilà. Et ça, je trouvais que c'était très prégnant. Voilà. Moi, j'ajouterais une chose. C'est qu'on a un moment où, du point de vue cinématographique, on a énormément de films institutionnels qui vantent les avancées techniques. Alors ceci dans beaucoup de domaines différents. L'électricité, le train, les adductions d'eau aussi, les équipements hydrauliques, et aussi dans les campagnes avec toute la modernisation de l'outillage agricole. Et en contrepoint de ça, il y a des films essais qui sont une espèce de méditation justement sur cette évolution. Et je pense notamment à un film qui date de 1954, donc un peu postérieur, de Jean Mitry, qui s'appelle L'homme et la machine, et qui est une réflexion sous forme cinématographique qui ne fait qu'emprunter en fait des films justement, des plans de ces films qui sont institutionnels et qui promeuvent les avancées techniques, pour dire que, en quelque sorte, l'homme est en train de perdre possession de son espace de travail. Quand c'était l'artisan, il était pleinement chez lui quand il est à l'atelier.
Et puis après, il y a les hauts fourneaux, il y a le travail à la chaîne, et on a quelqu'un qui est asservi. Et le film est très cruel parce qu'il dit qu'après, avec la mécanicion, c'est ce qu'ils appellent ça la mécanicion, l'automation, eh bien, on est à un moment où eh bien, l'homme est évacué du champ. Et c'est traduit dans l'image, parce qu'on ne les voit plus. On voit des fils de machines et on ne voit plus les hommes. Voilà, je trouvais que c'était très intéressant sur justement le rapport de l'homme à l'espace. Mais L'homme et la machine, c'est aussi le titre d'un livre de Spengler. Hein, donc, il ne faut pas l'oublier que Lewis Mumford cite à plusieurs reprises. Lorsqu'il y a eu un livre, alors il y a plein de livres intéressants sur Lewis Mumford en anglais, mais il y en a un qui est remarquable, qui est un livre collectif qui s'appelle The Intellectual Public. Hein, donc l'intellectuel public, donc c'est bien, c'est pas l'intellectuel engagé, c'est l'intellectuel public, c'est intéressant à distinguer un peu ça, et dans lequel il y a une très grosse contribution sur une sorte d'évaluation critique de Mumford comme historien des sciences. Et là, c'est des gens qui ont été relire toutes les notes de bas de page, tous les livres qu'il prenait en référence, et ils sont baba parce qu'il a pris les meilleurs bouquins de l'époque. Donc il n'est pas passé à côté, en allemand, en anglais, en italien ou en français, d'ouvrages majeurs qu'il n'aurait pas. Alors, pour les Français, pour la technique, c'est des ouvrages que nous ne connaissons pas, enfin que moi je ne connaissais pas, mais qui sont à l'époque très renommés sur l'histoire de la robinetterie, sur l'histoire du laminage des rails, etc. Bon, de la même manière que plus tard, lorsqu'il travaillera sur la ville, ce sera Paul-Henri Chambardelot, en gros, voilà, sa seule référence française, d'une certaine manière, hein, pour son livre de 61. Alors, moi je propose, avant de la deuxième lecture, peut-être que si quelqu'un ou quelqu'une souhaite intervenir maintenant, faire une remarque, un complément, ou bien on continue. C'était juste pour vous encourager à peut-être aller poursuivre la réflexion. Dans un peu moins d'un an, le musée des Confluences organisera une exposition qui va s'appeler L'art et la machine. C'est l'une donc des premières expositions de ce nouvel équipement et qui reviendra sur la... je ne sais pas, peut-être qu'il y aura des textes qui mentionneront Mumford, mais qui reviendra sur le rapport des artistes du XXe siècle au développement du machinisme. Merci pour cette information. Donc on va écouter une autre lecture, mais qui est extrait du même livre, hein, Technique Civilisation. Donc écoutez bien, parce que c'est un beau petit texte. Beaucoup d'érudits qui n'ont aucune difficulté à reconnaître que les outils sont des contrefaçons mécaniques des muscles et des membres du corps masculin, que le marteau est un poing, le javelot un bras allongé, la paire de pinces les doigts humains, semblent inhibés de pruderie contre la notion que le corps féminin est non moins capable d'extrapolation. Ces érudits reculent devant la notion que la matrice est un récipient protecteur et la poitrine une cruche de lait. Voilà pourquoi ils n'accordent pas sa pleine signification à l'apparition d'une large variété de récipients au moment précis où nous savons, d'après d'autres indices, que la femme commençait à jouer un rôle plus distinctif en tant que fournisseur de nourriture et gouvernante effectif qu'elle ne l'avait fait dans les plus anciennes économies de ramassage et de chasse. L'outil et l'ustensile, pareils aux sexes eux-mêmes, assument des fonctions complémentaires. L'un se meut, manipule, assaille, l'autre demeure en place pour tenir, protéger, conserver. On aurait pu continuer le... Non. Oui. Bon, ça vous amuse. Continue alors. En général, les processus mobiles, dynamiques, sont d'origine mâle. Ils surmontent la résistance de la matière, poussent, tirent, déchirent, pénètrent, taillent par éclat, macèrent, meuvent, transportent, détruisent. Tandis que les processus statiques sont féminins et reflètent l'anabolisme prédominant de la physiologie féminine, car ils fonctionnent de l'intérieur ainsi que dans n'importe quelle transformation chimique et restent dans une large mesure en place, subissant des changements qualitatifs de la viande crue à la viande bouillie, du grain qui fermente à la bière, de la graine plantée à la plante à graines. C'est un moderne solécisme que de considérer les états stables comme inférieurs aux états dynamiques. Pourtant, les savants
qui sourit au fait que les anciens considéraient le cercle comme une forme plus parfaite que l'ellipse, font également une naïve discrimination en faveur du dynamisme sur le statique, bien que tous deux soient également des aspects de la nature. Cuire, traire, teindre, tanner, brasser, jardiner sont historiquement des occupations féminines. Toutes dérivent de la manipulation des processus vitaux de la fécondation, de la croissance et de la décomposition, ou des processus arrêtant la vie, de la stérilisation et de la conservation. Toutes ces fonctions élargissent nécessairement le rôle des récipients et sont même inconcevables sans corbeille, pot, coffre, cuve, grange, tandis que le véritable état domestique, avec son intime combinaison de sexualité et de responsabilité parentale, n'intervient qu'avec la maison d'habitation permanente, le troupeau de bestiaux et le visage établi. Comme pour les autres composants de la civilisation néolithique, cette transformation ne constituait pas une révolution soudaine. Elle avait longtemps été en préparation. Le village lui-même, je dois le rappeler au lecteur, était un mutant paléolithique il y a au moins 20 000 ans, peut-être plus tôt, bien qu'il ne devint un dominant qu'après la récession des glaciers. En tant que créatrice de la demeure, ménagère, surveillante du feu, modeleuse de poterie, jardinière, la femme était responsable de la vaste collection d'ustensiles et de commodités qui marquent la technologie néolithique. Invention tout aussi essentielle au développement d'une civilisation plus élevée qu'aucune des machines ultérieures. Et la femme laissa son empreinte personnelle sur tous les éléments de l'environnement. Si les Grecs prétendaient que la première patère avait été moulée sur la poitrine d'Hélène, les femmes Tsouni, pour confirmer la fable, avaient accoutumé de donner à leur cruche la véritable forme de la poitrine féminine. Même si l'on pouvait considérer de façon plausible à la place la gourde ronde, comme le modèle original, ce fruit aussi entrait dans le domaine féminin. Protection, emmagasinement, clôture, accumulation, continuité, ces contributions de la civilisation néolithique proviennent en grande partie de la femme et de ses vocations. Dans nos actuelles préoccupations de vitesse, de mouvement et d'expansion spatiale, nous avons tendance à dévaloriser tous ces processus de stabilisation. Nos récipients même, de la tasse à la bande magnétique, sont destinés aussi à être transitoires, sont destinés à être aussi transitoires que les matériaux qu'ils contiennent ou les fonctions qu'ils remplissent. Mais sans cet accent mis à l'origine sur les organes de la continuité, d'abord fournis par la pierre elle-même, puis par la vie domestique à l'époque néolithique, les fonctions plus élevées de la civilisation n'auraient pas pu se développer. À mesure que le travail commencera de disparaître de notre société devant l'automation et que la routine quotidienne perdra sa signification personnelle, nous prendrons peut-être pour la première fois conscience du rôle que la civilisation néolithique a joué dans l'humanisation de l'homme. Alors, cette histoire des récipients, c'est une bonne idée, c'est assez rare qu'on s'y attarde. À part Bachelard, le tiroir, l'armoire. Oui, Bachelard un peu plus tard, mais il en fait des instruments absolument essentiels de son histoire de la ville aussi, tout ça. On passe du village à la ville en passant du récipient stable, etc., à des machins. Il y a je ne sais pas comment caractériser exactement ça, parce qu'il y a une influence assez grande, semble-t-il, de toutes les théories monistes, c'est-à-dire qui ne font pas de séparation entre le biologique et le technique, enfin qui font des distinctions évidemment, mais qui considèrent l'ensemble en continuité. Mumford, il fait à l'évidence partie de ça. Pour lui, comme pour Alfred Lotka, les maisons, les outils sont des organes exosomatiques qui prolongent quelque part les organes somatiques, biologiques, endosomatiques, comme disait Lotka, des choses. Donc c'est une histoire, comme tu disais tout à l'heure, c'est une histoire un peu simultanée de notre environnement technique, de ce que Mauss appellera les techniques du corps. Il y a tout ça et chez Mumford, quelque part. Maintenant,
ça fait pas non plus de lui. Et puis alors, l'autre chose, c'est effectivement, alors là, c'est chez lui très très fort, et tu faisais allusion tout à l'heure, c'est cette sexualisation énorme. C'est pas un obsédé sexuel, mais c'est quelqu'un qui est obsédé par ces questions, par ces distinctions, et qui joue sans arrêt une dialectique comme ça. Même dans ces moments les plus forts, comme ça, les émotions les plus fortes qu'il raconte dans Sketch, ces esquisses autobiographiques, c'est toujours l'image de l'orgasme sur le pont de Brooklyn en arrivant sur New York. Il y a une espèce d'énorme, mais magnifique d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ça en fait pas non plus quelqu'un de tout à fait indépassable de ce point de vue. Non, mais ça en fait quelqu'un qui est extraordinairement inspirant, et moi je considère que beaucoup de ces images, etc., sont justes. Ça en fait pas de quelqu'un d'indépassable, dans la mesure où cette tradition de penser sur, au fond, une lecture de l'évolution de l'environnement comme étant celle d'une histoire des outils exosomatiques, elle s'est poursuivie après chez des gens qui font référence à Mumford, mais qui, à mon sens, ont poussé encore plus. Simondon fait beaucoup de références à Mumford, et parfois, quand il n'en fait pas, elles sont là quand même. Ça, toujours en très bonne part. Et en même temps, pousse, à mon avis, raffine extraordinairement toutes ces choses en faisant des histoires génétiques. Oui, moi je voulais un petit peu aussi faire ce parallèle avec Simondon, parce que je trouve qu'il y a une techno-esthétique qui est là, qui est très présente, qui est une espèce de techno-anthropologie esthétique, en fait, qui est reliée. Parce que chez Mumford, on voit bien que il repense la question de l'objet par rapport à la fois au milieu, dont il parle beaucoup, cette question des milieux, les objets milieux, mais aussi l'objet corps, enfin, effectivement. Et je trouve que par rapport justement à tout ce que fait par exemple Simondon dans le mode d'existence des objets techniques, c'est ça qui est intéressant. Il y a quelque chose d'un petit peu d'existentiel dans l'approche anthropologique, anthropotechnique que présente Mumford. C'est vraiment frappant. Et je trouve que d'ailleurs, sur ce plan-là, Simondon, c'est vrai qu'il y a des échos, des correspondances. Par contre, je trouve que c'est assez intéressant de voir que, je ne sais pas, cette question de la... Il ramène beaucoup la question du couple, de la femme et du couple. Il est très... Enfin, je pense que c'est un peu comme quand on parle de Morin aujourd'hui, des fois quand on lit, par exemple, son dernier ouvrage justement de son grand système sur éthique, et où il parle tout le temps de l'amour, de la fraternité, de la tendresse. On avait beaucoup dit à une époque, c'est complètement, qu'est-ce que c'est cette histoire, quoi. Ramener des questions, des façons d'être humaines, profondément affectives. Et là, je trouve que lui, mais très très tôt, quand on voit dans City Part of Development, il a des pages magnifiques, étonnantes, un peu saugrenues, insolites, sur la question de l'homme, de la femme. Et donc on voit bien que dans sa pensée esthético-technique, c'est extrêmement... il repart quel est le rapport de l'homme et de la femme. Et pour moi, il ne les oppose jamais. Il pense que justement la dérive, l'épuisement dont il parle, ou la désintégration de la ville et de l'humanité, si ça se poursuivait, perdra justement l'harmonie possible entre l'homme et la femme, et la capacité aussi de donner la vie. Parce qu'il est quand même frappé de voir que la ville mécanisée, elle n'a plus capacité d'aimer, de fécondité, et donc elle va aller chercher d'autres peuples moins mécanisés pour avoir cette capacité d'amour et érotique au sens de la vie profonde. Et je trouve que c'est jamais agressif, son approche. Et je trouve que le texte qu'on entend, on voit bien que c'est une techno-esthétique, une anthropo-esthétique, qui fait penser à Simondon, c'est vrai, parce que ça s'inscrit vraiment dans le devenir de l'humanité, mais que le rapport, justement, homme-femme est beaucoup plus marqué chez Mumford que chez Simondon, qui, lui, va beaucoup marquer ce rapport au corps, comme Laura Gourand. Mais lui, il détonne par rapport à ça. Et en ce sens, à mon avis, il est hyper contemporain, parce que cette question de l'homme, de la femme, de la capacité de la rencontre amoureuse, elle est fondamentale.
Quand il emploie ce vocabulaire, en fait, il est aussi dans le mode de l'artisan. Alors, je ne sais pas si c'est de... Il est dans ce mode-là, qui est un mode qui n'est pas séparé. Donc, voilà. Et enfin, l'autre chose qui me semblait aussi, c'est qu'il joue beaucoup avec la dynamique des... Enfin, pas des contraires, mais cette espèce de dynamique, cette tension dynamique. Et il joue tout le temps sur cette dualité. Il met souvent tout en dualité. Et donc, la dualité homme-femme est une de ces dualités, mais il y en a bien d'autres. Oui. Je reviendrai sur ce qu'a dit Sébastien, qui est très juste, c'est qu'en fait, il ne faudrait pas croire que c'est l'homme du même livre, hein, mais c'est le même des mêmes préoccupations. Et donc, du coup, quand il écrit Technique et civilisation, il y a les trois phases, donc éotechnique, paléotechnique et néotechnique. Il faudra inventer une quatrième, pour nous aujourd'hui, évidemment, bien sûr, peut-être même une cinquième. Mais il en emprunte deux à Patrick Guedes, les deux dernières, et il invente la première. Donc déjà, là, il montre aussi qu'il peut compléter quelque chose comme ça. Mais la thèse centrale de ce livre, et cette thèse centrale avait beaucoup plu, j'en avais fait une émission de France Culture là-dessus à l'époque, avec Jacques Le Goff, qui est un homme que j'admire profondément, qui citait Lewis Mumford comme étant un des premiers à lui avoir fait saisir cette idée que la révolution industrielle n'était pas la machine à vapeur, mais l'horloge mécanique. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez comment... il faut écrire tous nos livres d'histoire, peut-être même les cours que certains parmi nous subissons ou enseignons. Hein, la révolution industrielle, 2 points, la machine à vapeur. Non, faux, dirait Lewis Mumford. Non, c'est le XIVe siècle. Elle naît avant. Les cisterciens vont être l'agent de promotion et de diffusion de l'horloge mécanique, mais elle devient relativement fiable uniquement au XIVe siècle. Mais ça veut dire pour lui, pas seulement la discipline des horaires que les bénédictins avaient déjà inventée, mais surtout le fait qu'on sache que les 24 heures sont chacune faites d'une heure qui comprend 60 minutes. Donc on a un rapport au temps qui change. Et ça, c'est quelque chose de décisif pour lui. Donc c'est ça qui va marquer les... C'est pas simplement le fait qu'il y ait une horloge au beffroi d'une municipalité ou d'une guilde ou d'une corporation ou en haut d'une église. Non, c'est qu'on intègre plus ou moins, selon les groupes sociaux, selon les activités des uns et des autres, on intègre cette dimension temporelle. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait neuf. Et donc dire que la révolution industrielle, c'est l'horloge mécanique et non pas la machine à vapeur, ça va montrer aussi comment on va unifier les temporalités pour mieux unifier les spatialités. Et pour lui, du coup, la date clé, c'est pour la France, mais il ne le dit pas comme ça, mais ce serait 1891, lorsque l'heure est la même en Bretagne, sur la côte normande de sa côté, mais mettons en Alsace et puis au Pays Basque. Et en Algérie, puisque l'Algérie fait partie de la République française. Ce n'est pas une colonie. Une colonie de peuplement, donc un statut à part. Donc là, l'heure est la même. Et pourquoi l'heure est-elle la même ? Tout simplement pour faciliter les correspondances. Entre trains et calèches, entre trains, calèches et ferries, etc. etc. Bon. Donc on voit bien que cette harmonisation du temps est quelque chose qui va être à l'origine d'un système social, pas simplement d'un système technique, qui est le capitalisme industriel. Et donc ce n'est pas par hasard, c'est effectivement l'horloge va être l'élément déterminant de l'usine. Hein, on va sonner les heures, on va entrer à l'usine, on va avoir l'horloge pointeuse, on va sortir de l'usine, on aura ensuite une rythmique qui opposera loisir et travail. Donc ça, c'est des choses excessivement importantes, à mon avis, chez lui. Alors, quand on lit le livre de 1934, on voit qu'il a une approche de la technique qui est une approche encore positive. Je cherche les mots parce que je ne voudrais pas trop trahir. Je ne veux pas dire progrès parce que ce n'est pas son vocabulaire, mais il croit que la technique améliore les conditions de vie des gens. Voilà, pour le dire comme ça. Mais dans le mythe de la machine, 30 ans plus tard, après Hiroshima, il faut bien avoir ça en tête, il ne croit plus du tout ça. Donc il y a des gens, des critiques qui vont dire « Ah, mais alors il est où notre Lewis Mumford qui nous donnait espoir ?» Non, là c'est plus le cas. Pour lui, le monde, et là il est sur des positions de Gunther Anders, qu'il ne cite pas malheureusement, j'ai regardé attentivement, il ne cite qu'une fois dans toute son œuvre Heidegger, il ne l'aime pas du tout. Bon, dommage, il aurait appris des choses, bon, mais sur le rapport à la technique par exemple. En tous les cas, on voit bien que pour lui,
Premier livre, il fait une histoire des technologies et des progrès. Il y croit. Bon. Il croit que... Bon, il y a des choses... Voilà, tant bien que mal. Hein. Tant bien que mal, on va peut-être y arriver. On peut y arriver. Hein. Et il est d'accord avec... pour lui, le grand sociologue du travail, c'est Charlie Chaplin. Hein. Donc il appelle ça la société chaplinesque, hein, le chaplinisme. C'est celui qui continue à faire les mêmes gestes, même quand il n'est plus à l'usine. Bon. Mais on peut peut-être, avec beaucoup de repos, changer les choses. Tandis qu'après le mythe de la machine, c'est terminé. Et le mythe de la machine, l'apport théorique du premier, c'est l'horloge, donc un changement de périodisation. Dans le mythe de la machine, son apport à lui, c'est qu'il découvre une méga-outil, ce qu'il appelle le méga-outil, qui est le chantier de construction des pyramides égyptiennes. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, l'outil, à ce moment-là, c'est le fait d'être capable de regrouper 100 000 travailleurs contraints d'effectuer les mêmes tâches, au fouet, si nécessaire. Et ces 100 000 travailleurs qu'on amène au chantier des pyramides, il faut les loger. Et ils vont construire un habitat provisoire sur des terrains squattés, des bidonvilles. Alors, vous voyez, du coup, ça nous donne une manière à penser l'histoire du monde tout à fait haute. Tout d'un coup, moi le premier, qui écrivait à l'époque, dans les années 80, des tas de trucs, j'étais tiers-mondiste, les bidonvilles, le taratata, tout d'un coup, je découvre que dès qu'il y a urbanisation, il y a forcément bidonville. Provisoirement, à une taille de temps, de pourcentage plutôt que d'autres. Dans notre terre urbaine d'aujourd'hui, 1,5 milliard de bidonvillois, c'est effectivement massif et exceptionnel. Mais les chantiers de construction des cathédrales créent un quartier d'ouvriers nomades pendant 2-3 ans, voire, enfin quand je dis 2 ans, je veux dire 20-30 ans, pardon, 20-30 ans, qui étaient là et qui allaient avec des liens avec la campagne, qui élevaient des poulets. Enfin, donc il y avait une ville dans la ville. C'était ça qui était déjà excessivement important. On va peut-être lire un extrait de Tours, et puis après on fera un nouveau échange, et ensuite on passera le film. Là, c'est un extrait d'un article assez polémique, vous allez voir, qui est un dialogue. En fait, il a écrit plusieurs pièces de théâtre qui n'ont jamais été jouées. Mais elles ont été publiées, donc on peut les lire. Elles sont moyennes à dire vrai, mais enfin bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est devenu aussi un critique d'architecture. Alors, j'ai publié récemment Ville, architecture et communication aux presses universitaires du CNRS, là. Enfin, ça ne s'appelle pas comme ça, mais enfin bon. Et dans lequel je fais un long papier sur Lewis Mumford critique. Parce qu'il accepte en 1931 de tenir une colonne, ce qu'on appelle, c'est une chronique, si vous voulez, régulière, dans The New Yorker. La chronique s'appelle Skyline, et il va la tenir jusqu'en 1963. Donc c'est considérable, hein, avec une régularité horlogère. Et puis, en même temps, comme il écrit très bien des textes courts, mais toujours très bien documentés, toujours avec un point de vue très critique, le rédacteur en chef va lui demander de faire la même chose dans une autre colonne consacrée à l'art. Ça s'appellera Gallery Art. Bon. Donc on a aujourd'hui 2 ouvrages qui vont rassembler l'ensemble de ces chroniques, et donc vous avez une sorte de déroulé de l'histoire architecturale contemporaine vue par Lewis Mumford. Et on a là un critique, et il n'y a pas, je ne le dis pas du tout méchamment, il n'y a aucune raison, je constate plutôt tristement qu'on n'a pas d'équivalent en France au même moment. C'est-à-dire qu'on n'a pas de critique dans la grande presse de quelqu'un qui ne va pas au vernissage des expos ou au voyage de presse, mais qui va voir le bâtiment tout seul, quand il est déjà bâti, il circule, il observe les abords, il décrit tout ça, il donne son point de vue, et il devient évidemment un critique très redouté, bien sûr, parce qu'on ne peut pas le corrompre. Attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je parle pour lui, on ne peut pas le corrompre. Je ne dis pas que les critiques des autres sont corrompus, mais bon, il y a un air du temps, tout ça. Je vous donne juste cette anecdote que mon ami François Chalin m'avait racontée concernant le musée du Quai Branly. Parce que j'avais publié à l'époque, je dirigeais Urbanisme avant d'être viré, et j'avais publié un grand papier de François Chouet, qui était un article remarquable, lisez-le, une critique absolument remarquable de la programmation du musée. Et François Chalin a fait un grand papier pour expliquer comment les critiques français, en France, devaient rendre leur copie 3, 4, 5 mois avant la parution du support, qui était mensuel ou trimestriel, etc. Ce qui fait qu'ils ont fait le papier avant de visiter le bâtiment.
sur des dossiers de presse. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est comme si je faisais un papier en disant « Et le 15 janvier, dans le magnifique philharmonique de Jean Nouvel terminé, voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela. » Ben, ça ne marche pas, vous voyez. Tandis que la presse anglaise, la presse japonaise, la presse italienne ont rendu leur copie sur le bâtiment de Jean Nouvel dans les mois qui ont suivi l'inauguration du bâtiment. Vous voyez, ça paraît tout bête, mais ça change tout dans notre rapport, bien sûr, non seulement à la critique, mais aussi à l'appréciation d'un bâtiment. Donc Lewis Mumford va être une sorte d'éducateur pour une partie très importante de la population nord-américaine, évidemment celle qui lit le New Yorker, mais le New Yorker impulsait d'autres articles dans toute la presse écrite nord-américaine de cette époque. Ce qui fait que ça va même aboutir à des mouvements d'opinion. Quand il va dénoncer l'urbaniste en chef de New York, qui est Robert Moses, et son espèce d'obsession de faire des autoroutes urbaines, eh bien, il va être à l'origine d'un des premiers sittings de l'histoire. C'est-à-dire qu'il va appeler les gens à aller s'asseoir là où les bulldozers devaient passer pour les empêcher de passer. Alors, c'est là où je parlais d'intellectuel public. C'est que tout d'un coup, il n'est pas un activiste, au sens de Saul Alinsky, si vous voulez, ou de Paul Goodman. C'est un homme engagé dans la conviction de son... C'est là où il est émersonien. Hein, vous savez, Emerson, cette philosophie, c'est de dire « personne ne doit me dicter ce que je dois penser. Si je pense au fond de moi-même que le gouvernement agit mal, je dois me désolidariser du gouvernement. » C'est ce que fera Thoreau avec la désobéissance civique. Donc, Lewis Mumford est dans cette tradition-là. Et donc il dit, c'est pas possible, mais ils vont faire des erreurs, ils vont casser, ils vont éventrer toute la ville pour nous foutre des autoroutes, peut-être que dans 30 ans, il n'y aura plus de voitures, c'est absurde, qu'est-ce qu'on en fera de ces autoroutes? Donc, comment on peut s'y opposer? On ne peut pas s'y opposer, autrement que physiquement, on y va et on s'assoit. Et là, c'est là où il va se rabibocher avec Etienne Jacobs, qui l'avait critiqué auparavant et qui, du coup, vient aussi manifester avec lui. Et elle dit, tiens, il n'est pas si mal, ce vieux monsieur. Bon, et là, il crée cet événement. Donc, Lewis Mumford, ses critiques d'architecture, je vous invite à les lire parce qu'elles sont toujours très bien tournées. Là, on va lire un extrait, on va être deux, parce que c'est un dialogue. Donc, je vais faire le critique et Rémi va faire l'architecture. Moi, j'ai le mauvais rôle. Non, c'est pas le mauvais rôle. C'est un article contre les tours. Tu n'as rien dit depuis un long moment. C'est dans le texte, hein. C'est dans le texte. La scène t'a coupé le souffle. Et pourtant, ce ne sont que les prémices de l'architecture du futur. Ce n'est pas l'architecture qui m'a coupé le souffle. J'ai la même sensation quand le crépuscule s'abat sur le versant d'une montagne. C'est en partie à cause de la hauteur, en partie de l'isolement et en partie, je pense, au sentiment de terreur qui a autant à voir avec l'extase esthétique que la flagellation avec la béatitude du saint. Je suis ému et stupéfié par ces immeubles où, pour être exact, je suis écrasé. Si leur rôle est religieux, ils l'ont rempli. Allons, tu exagères un peu. Il s'agit d'immeubles de bureaux. Ils ne servent qu'à des fins purement pratiques. L'effet esthétique, je l'avoue, est en partie perdu au niveau de la rue, mais je suis ravi que tu me sois tombé dessus. Comme ça, tu peux observer leur masse, leur forme, comme je les vois tous les jours. Tu partageras bientôt mon enthousiasme pour le gratte-ciel. Au crépuscule, quand la journée de travail est achevée, je suppose que les habitants de ces immeubles se lavent, enfilent des vêtements propres avant de monter au sommet pour leur contemplation du soir, hors de la routine ennuyeuse et des inquiétudes sordides du jour. Curieux, nous semblons presque seuls là-haut. Tes voisins ont-ils accompli leur dévotion? Tu essaies de déprécier et diminuer l'expérience que tu es en train de vivre, mais tu peux te moquer autant que tu veux. La vérité est que ces immeubles de bureaux, formes architecturales d'une ère vouée à la fonctionnalité, sont capables d'atteindre par un véritable pouvoir constructif un effet esthétique comparable aux bâtisseurs des pyramides d'Égypte ou aux constructeurs des cathédrales médiévales. Les immeubles servent un dessein directement pratique, évidemment. Des gens y travaillent, font des comptes, écrivent des réclames, vendent des biens, mais par-dessus tout se tient la forme comme structure intrinsèque, et selon moi, le succès du gratte-ciel moderne prouve que l'artiste n'a qu'à travailler avec l'esprit de son temps afin d'obtenir tous les travaux qu'il veut. Les gens qui se présentent comme artistes, particulièrement nos contemporains, qui font sur toile ce qu'ils devraient concevoir en volume, sont des chômeurs chroniques.
Une pensée opposée m'anime, mon ami. Tu essayes d'accomplir en architecture ce que tu devrais seulement essayer dans le cadre sûr et restreint de l'image. Ces gigantesques immeubles suscitent une émotion de crainte et d'extase religieuse dans l'esprit de n'importe qui les contemplant. C'est un admirable résultat, mais cela n'influe en rien les activités des employés et des hommes d'affaires qui occupent ces immeubles dans la journée. Loin d'admirer ces grands vides et ces solides hérissés, ils y sont bientôt indifférents. Dans la soirée, ils se ruent dans le métro et plongent derrière leurs journaux. Bientôt, ils se glissent à travers les portes de leur appartement dans des pièces qui ne sont ni spacieuses ni belles. Pour satisfaire leurs yeux, ils ont les films. Pour leurs oreilles, ils ont le phonographe ou la radio. Pour leur amour de l'aventure, la voiture. Et sans ces instruments physiques, ils cessent presque de fonctionner. Privés de journaux, ils ne peuvent penser. Et sans photographie, ils ne savent rien. Ils ne se souviennent de rien. J'exagère le mal, bien sûr, mais avec toute l'indulgence due, les tours que tu crées ne sont pas pour la majorité des hommes évidentes à apprécier. Tu as construit pour ceux d'un autre temps, encore capables de prendre plaisir à une vie contemplative. Tu as introduit tes habituelles considérations sociologiques. Et franchement, je ne vois pas en quoi elles ont quelque chose à faire avec le sujet. Mon intérêt pour les immeubles est celui du sculpteur. Je retire de la satisfaction par nos nouveaux accomplissements mécaniques parce qu'ils permettent à l'architecte qui ose travailler aventureusement avec l'acier d'atteindre enfin des résultats esthétiques qui se situent au-delà du plus haut talent d'un temps plus prosaïque. Une forme esthétique est sa propre justification. Si seulement une poignée de personnes est suffisamment sensible ou intelligente pour apprécier la tour Shelton de Mr. Harmon ou la tour Bush de Mr. Corbett, on peut dire la même chose de la peinture chinoise ou de l'art moderne français. Dans les conditions actuelles, on n'est peut-être pas réceptif à un stimulus artistique à n'importe quelle heure du jour, comme un Athénien devait réagir au bâtiment de l'Acropole ou comme un citoyen de Rothenburg devait se sentir sur la plage du marché. Quand l'opportunité viendra, toutefois, et c'est d'autant plus pertinent, les obstacles qui empêchent de voir nos gratte-ciel sous leur meilleur jour sont bien moindres que ceux qui retiennent les gens d'être familiers de Cézanne. Voilà, c'est un texte de 1925. Alors, je vais être un peu méchant, je vais lire juste quelques pages plus loin. Le critique, donc Lewis Mumford, dit à l'architecte « Oui, je suis passé devant ton petit domaine un dimanche après-midi au printemps dernier, et je t'ai aperçu en train de tailler tes poiriers à l'arrière de cette charmante petite maison coloniale. Tes actions sont bien plus admirables que tes rêves. Tout d'abord, ils sont beaucoup plus près de la terre. » Et donc, tout d'un coup, là, l'architecte et j'allais dire démasqué, hein, il ne vit pas dans le gratte-ciel qu'il construit. C'était les archives d'architecture moderne donc, qui, dans les années 60, s'étaient amusés à publier systématiquement côte à côte les bâtiments réalisés par des architectes européens ou anglais, puis l'endroit où ils habitaient. Et on avait systématiquement pour les Anglais la jolie maison victorienne, et puis... Une réaction sur le critique d'architecture, puisqu'on va voir le film sur la ville. Il est extrêmement fort. C'est vrai que dans son architecture, si on prend par exemple le cas de la maison, je trouve que c'est vrai que c'est étonnant la certitude qu'a Mumford des choses. C'est vrai quand il écrit, par exemple, quand il critique le plan de Londres d'Abercrombie, quand il met en évidence que ce milieu, quelque part, c'est des maisons et que les gens sont bien là-dedans et qu'il y a des kilomètres de maisons et que c'est bien, etc. Lui, il est convaincu absolument que c'est ce qu'il faut absolument maintenir en l'état. Et c'est vrai qu'il a une vraie interrogation. Je pense que c'est un débat qui reste tout à fait d'actualité. C'est d'une part la taille des villes, puisque c'est très très important pour lui la question de la taille, les mégapoles, les mégalopoles, et puis quelle serait la bonne taille pour une ville. Mais c'est aussi est-ce que finalement on n'est pas mieux quand on est dans une maison avec un contact dans le sol. Et il est convaincu que si. Il est convaincu que non seulement les Londoniens aiment habiter des petites maisons avec leur jardin de devant, de derrière, le jardin devant qui permet de partager finalement une certaine ornement
avec les autres citadins, et puis l'arrière qui permet d'avoir sa propre vie familiale. Et donc il a vraiment des positions très très fortes là-dessus, sur le fait qu'en fait il faut continuer, il faut permettre aux gens d'habiter des maisons, que la maison a un rapport au sol, un rapport aux saisons, un rapport à la nature. Justement, il revient tout le temps sur, je pense que ce débat sur la question de la maison, ou du gratte-ciel, quand il critique par exemple à New York, l'évolution de New York, c'est que pour lui, peu à peu, enfin à part justement avec ce photographe Stiglitz, qui va savoir montrer à New York la nature reste là malgré tout, mais montrer qu'elle est progressivement confisquée, alors qu'on habite la terre, rapport au sol, rapport au végétal, et que c'est très 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 important. Et je pense qu'il y a une vraie question aujourd'hui sur la question de la densité. C'est comment habiter, comment faire habiter le grand nombre. Et donc je pense que les questions qui sont posées, c'est vrai de façon, lui alors de façon très très ferme, il a pris parti pour la maison, pour tout le monde. Moi j'ai peut-être une autre lecture, c'est parce qu'il manie 3 mythes. Le mythe de la maison de campagne, le mythe de Coketown et de Mégapolis. Et quand il décrit le mythe de la maison de campagne, il dit que c'est la maison du citadin qui va à la campagne pour non seulement avoir les produits de la terre, mais aussi pour jouir d'une certaine plaisir, repos et liberté. Et que finalement, il dit que ce plaisir, enfin, cette façon d'habiter, c'est aristocratique au départ, c'était un petit peu le fait du prince, c'est totalement démocratisé, et qu'elle est devenue le moteur et le mythe de chacun, et qui dit que finalement, c'est cette société de consommation, de l'avoir sans limite, qui fabrique finalement ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler l'étalement urbain, avec cette généralisation de maisons uniformes. Voilà. Et ce mythe de la maison de campagne, il dit que c'est lui qui a été le moteur de Coketown et puis de Mégapolis, une espèce d'état, que finalement les biens privés augmentent aux dépens des biens communs, et que finalement ça concourt aussi à la séparation des gens avec la communauté, avec l'éparpillement. Voilà. Il me semble qu'il y a deux choses différentes, c'est-à-dire qu'il est tout à fait opposé à cet étalement qui va finalement être destructeur de l'agriculture en fait et de la campagne, mais il n'empêche que, par exemple sur Londres, il s'oppose au fait qu'on ne fabrique pas des maisons, puisque c'est dans la culture londonienne, et que ça participe de la façon d'habiter, c'est-à-dire qu'il met quand même... il met aussi en évidence qu'on peut habiter la grande ville et qu'on peut avoir une certaine densité, mais ce qui est important, c'est de pouvoir avoir ce contact avec le jardin, ou alors qu'il faut qu'il y ait des parcs pour compenser. Il y a toujours cette idée des systèmes... il faut redonner un moyen aux citadins d'avoir plaisir à rester dans la ville, et donc ce sera rapport au parc, au rapport au jardin, sinon il va être obligé de s'en aller. Et Howard, évidemment, est une de ses grandes références. Le modèle de la cité-jardin. Oui, non, il faut en dire 2 mots, parce qu'effectivement, non seulement il a préfacé la nouvelle réédition de la cité-jardin de Ebenezer Howard aux États-Unis, mais il était un ardent partisan de la cité-jardin. Il a contribué à ce qu'on en fabrique au moins une aux États-Unis, dans laquelle il a vécu une partie de sa vie, de la même manière qu'il a participé à la création d'une banlieue jardin, Sunnyside, dans laquelle il a aussi habité, et ensuite il a participé à la création, mais ça on verra dans le film, j'en dirai pas plus maintenant, de Radburn dans le New Jersey, où il a également habité. Donc c'est quelqu'un qui, à la différence de l'architecte dont parlait Sébastien, qui vante un modèle d'urbanisation, mais qui lui-même va y résider 7-8 ans en disant pourquoi ? Parce que la grande différence avec la mégalopolis et de Jean Gottman, il trouve la notion débile et la démonstration sans aucun intérêt. Donc il est très très méchant avec ce géographe français émigré aux États-Unis. Il n'a pas tort du reste, parce que personne doute que Gottman n'utilise ce terme, et on n'en a pas inventé d'autres ailleurs. Hein, quand il a dit voilà une espèce de continuité, c'était tout à fait abstrait du reste, une espèce de continuité entre Boston et Washington. Après on l'a fait descendre encore plus vers Philadelphie. Lui il dit non, ça ne marche pas du tout. Et puis on n'a pas dit la même chose pour San Francisco, Los Angeles, San Diego ou pour Tokyo. Donc enfin,
Bon, voilà, donc c'est un non-concept pour lui. Mais par contre, le concept fort, la notion forte, c'est celle de cité-jardin, parce qu'il y a le mot cité. C'est-à-dire que Lewis Mumford est avant tout un homme politique. Pour lui, l'essentiel, c'est d'être un citoyen. Et donc, ce qui fait sens, c'est qu'il y ait une communauté. Alors ça, c'est des notions, évidemment, qui sont typiquement américaines. On ne les a pas aussi faciles à transposer chez nous, parce qu'au contraire, même le mot communauté chez nous gêne, parce qu'immédiatement, on parle de communautarisme. Mais pour lui, c'est une notion essentielle. Individu, c'est essentiel. Ça, c'est Emerson, c'est la tradition même jeffersonienne. Et puis, communauté. Et ça, on va le voir dans le film. Je propose qu'on regarde le film tous ensemble maintenant, et puis ensuite on le commente, on le discute, on le présente, et puis on fera la dernière lecture sur la bombe atomique.